La matinée des autres est consacrée par Ruth Stegassi aux Juifs de Constantine. À Constantine, c'est tout. C'est une belle ville, une très très belle ville, construite sur un rocher. On s'est rendu compte, quand on a été voir des paysages en France, on s'est dit c'est pas possible, Constantine c'était plus beau. C'est une belle ville, c'est une ville à voir vraiment, qui n'est pas comme les autres, c'est pas comme Alger ou comme Oran, mais c'est autre chose. Une ville européenne. Elle a un cachet spécial, vraiment. À Constantine, comme dans toutes les villes du Maghreb, la vie des communautés juives était ponctuée et rythmée par les fêtes. Les grandes fêtes du calendrier religieux, bien sûr, mais aussi les circoncisions, les communions, les mariages, et puis encore un succès, le baccalauréat, un anniversaire. Au cœur de toutes ces fêtes, il y avait la musique. Et c'est ça sans doute qui est particulier à Constantine. Le sentiment qu'il y a eu une relation particulièrement étroite, forte à la musique et à la fête. Chacun a une histoire d'oncles, de grands-pères, de parents qui auraient découvert, rajeuni, enrichi cette musique. Chacun a été l'ami, le proche des grands musiciens. C'est un double sentiment d'appartenance. La musique appartient aux Constantinois, ils se l'approprient, et à travers elle, ils appartiennent à la communauté. Elle est un lien social, un réceptacle de souvenirs. Et puis au-delà de Constantine, la ville, c'est une appartenance plus lointaine qui est proclamée. La musique, c'est l'Andalousie. C'est un héritage dont on conserve les traces, sans bien le connaître, un héritage juif partagé avec les Arabes. C'est l'affirmation d'une vie possible, côte à côte, depuis des siècles. Gilberte Fitoussi. Je suis née dans la maison qu'on appelle Das al-Habay. C'était la maison, en quelque sorte, la résidence secondaire du bey de Constantine. Et là, c'était une très très belle maison. Il y avait un patio entièrement recouvert de dalles de marbre blanc, entouré de colonnes de marbre blanc. Et en haut, nous habitions nous à l'étage. Mes parents étaient gérants de la maison. Et nous habitions à l'étage. Et il y avait de grandes galeries tout autour du patio, au premier. Et de là, nous écoutions et nous regardions et nous dansions aussi. Nous en profitions pour nous défouler. Moi, j'étais très jeune à l'époque et on se défoulait, on dansait aussi là-haut. Là, c'est comme ça que j'ai été, si vous voulez, baignée de musique orientale. Les mariages se passaient en bas. Les mariages se passaient en bas. Sous la galerie, on installait l'orchestre, et puis dans le patio, les femmes étaient installées sur des chaises. Alors on leur offrait les gâteaux en tout genre, les gâteaux au miel, les gâteaux de Savoie, les rafraîchissements, les sirops à la menthe, orgeat, citronnade, orangeade, etc. C'était très très agréable, très bien organisé, et puis les gens étaient très joyeux, les femmes étaient très joyeuses. Et alors d'en haut, on voyait ça. C'était une maison où je vous disais donc, le bey avait sa résidence secondaire et nos logements étaient entièrement, les murs des logements étaient entièrement recouverts de mosaïques émaillées, magnifiques, et qui représentaient les versets du Coran. Parce que comme c'était sous la domination turque, c'était l'Empire ottoman, il avait peur de sortir. Il faisait ses prières à l'intérieur de ses appartements.
dans cette maison. Il ne sortait que par des souterrains. Nous avions dans cette maison 2 souterrains qui communiquaient avec son palais, que plus tard, quand les Français ont occupé l'Algérie, on a appelé à Constantine le palais de la division. De toutes parts, mes cousins, mes cousines, les amis, tout le monde venait demander à maman de faire la fête dans cette maison. On a toujours fait la fête dans cette maison. Toujours. La fête, qu'est-ce que c'était? C'était les mariages, les mariages, communions, les circoncisions? Les brit mila, c'est ça. Les bar mitzvah, vous voyez. Et tout le monde venait là pour faire la fête. Alors, on était tout le temps en fête. C'était très, très... On a l'impression effectivement que c'était très souvent. C'était vraiment une atmosphère de fête qui baignait toute l'année? Toute l'année, oui. Alors, et à cause de la maison? Ou est-ce que c'est vraiment... La maison, c'était ça. À cause de cette maison? Oui, c'est pas tellement constantinois, mais c'est surtout... Oui, mais tous les Constantinois étaient dans le même bain. Nous étions environnés, baignés par la musique orientale et autres. Il n'y avait pas que la musique orientale, hein. On avait aussi... on a eu des disques de Ninon Valin, on a eu des disques de Maurice Chevalier, de Joséphine Baker, de Divonne Printemps. Enfin, on n'a pas seulement aimé la musique orientale. Nous les jeunes, du moins, pas mes parents, mon père et ma mère, mais la musique orientale. Pour les autres juifs d'Algérie, ils sont particuliers. Eux-mêmes s'estiment particuliers peut-être parce qu'ils se considèrent comme plus religieux que les autres, comme plus aptes à transmettre. Joël Alouche Benayoun. Les juifs de Constantine estimaient que Constantine était la Jérusalem de toute l'Afrique du Nord. Bon, alors pour les autres, ils sont tout à fait particuliers, c'est-à-dire que c'est un groupe un peu archaïque, un peu renfermé sur ses traditions, c'est un groupe qui n'est pas tolérant, qui n'est pas ouvert sur la modernité. C'est un groupe refermé sur lui-même. Bon, j'ai envie de dire que c'est sûrement aussi lié à l'image géographique de Constantine, qui était une ville, qui est toujours une ville construite sur un rocher, un petit peu difficile d'accès, et la ville est blottie tout en haut de ce rocher. Il y avait un quartier juif à Constantine qui, lui, était sur le bord du fleuve, du Rumel qui passait. Bon, donc il y a une espèce d'image de citadelle que l'on assiège et qu'on n'arrive pas forcément à assiéger. Et les Juifs de Constantine sont vus par les autres un peu comme un groupe qui ne s'ouvre pas à l'autre, que l'on n'arrive pas à comprendre, que l'on n'arrive pas à saisir de l'extérieur. Le quartier juif, c'est pas du tout le ghetto tel qu'on peut l'imaginer dans les pays de l'Est, par exemple. Qu'est-ce que c'était qu'un quartier juif, celui de Constantine? C'était pas un shtetl, c'est-à-dire ça n'était pas un village juif, mais c'était un ghetto. C'était la Hara. C'était un quartier qui avait été donné aux Juifs par un bey avant l'arrivée des Français. Et c'était un quartier qui avait tout à fait ses particularités, c'est-à-dire qu'il était refermé sur lui-même. Du temps des beys, il était fermé. Par des portes, oui, il y avait des portes qui fermaient le ghetto. Bon, à partir du moment où les Français sont arrivés, naturellement, les murs sont tombés, les portes se sont ouvertes, mais le quartier juif restait en tant que tel. La principale rue du quartier juif, c'est assez amusant, s'appelait la rue de France, d'ailleurs. Une autre rue du quartier juif s'appelait la rue Thiers. Bon, la République était passée par là, mais il y avait des rues qui étaient habitées que par des juifs. C'était un petit périmètre, d'ailleurs, tout à fait au centre de la ville, de la vieille ville de Constantine, et qui jouxtait complètement le quartier arabe. Les deux quartiers étaient tout à fait proches, mais à une certaine rue, on n'était plus dans le quartier juif, on était dans le quartier arabe. Bon, dans ce quartier, il y avait pas loin d'une vingtaine de synagogues, qui étaient souvent proches les unes des autres, mais qui appartenaient à des familles. On allait dans la synagogue de telle famille ou de telle famille. Ça se transmettait, ça, c'est-à-dire les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants
du fondateur continuaient à occuper la synagogue qui était vue comme celle de telle ou telle famille. Bon, donc il y avait quand même une délimitation géographique assez précise. Et les Juifs ont commencé vraiment à sortir du quartier juif, je crois que c'est après la Première Guerre mondiale, où on a commencé à voir des Juifs qui habitaient dans les quartiers français. Bon, alors c'était les Juifs qui étaient un peu plus riches, hein, c'était les gros commerçants qui arrivaient donc à sortir du quartier, mais ils n'étaient pas très bien vus des gens qui continuaient d'habiter au quartier juif. Bon, dans les dernières années, donc probablement dans les années 58, oui, ça faisait suite au plan de Constantine de Gaulle. Il y avait eu toute une série de HLM qui avaient été construits à la lisière des quartiers européens, hein, c'est comme ça que l'on disait là-bas. Et dans ces HLM, alors là, beaucoup de Juifs qui habitaient avant au quartier juif sont venus habiter dans ces appartements-là qui étaient modernes, hein, pas des appartements vieux et petits où s'entassaient des familles entières. Donc, mais c'était 4 ans avant l'indépendance. Et une des choses qui m'ont frappé, c'est que chaque Constantinois aujourd'hui encore connaît parfaitement le plan de la ville et peut exactement resituer où vivaient chacune des personnes qu'il rencontre ici. À partir d'un certain âge quand même. Si vous me demandez ou vous demandez à mes enfants, non, ils sauront pas. Mais oui, ma mère continue à savoir ça parfaitement. Les gens au-dessus de 60 ans, oui, continuent à situer les gens qu'ils rencontrent en fonction de leurs liens familiaux. Un tel, ben c'est le beau-frère de la cousine de... Bon, donc oui, les liens sociaux étaient des liens familiaux. Hein, c'était à la limite tribal. Vous savez d'ailleurs qu'il y a... que je vous disais au début que les Juifs autres que ceux de Constantine considéraient les Juifs de Constantine comme un groupe très fermé. Ils les considéraient comme un groupe très fermé, comme un groupe de montagnards. Bon, ce qu'ils sont un petit peu. Et on les appelait les Baroutse. On appelait une partie des Juifs de Constantine les Baroutsim, c'est-à-dire ceux qui sont là-haut, qui sont dans la montagne, qui sont hors de la civilisation. Hein. Par exemple, quelque chose que je trouve très frappant, c'est que parmi tous les Juifs d'Algérie, parmi les vieux, même au moment du départ en 62, ceux qui continuaient de garder le costume juif d'Algérie, c'était des Juifs de Constantine. Aussi bien des vieilles grand-mères que des vieux grands-pères, alors que ça ne se voyait pratiquement plus à Alger et non plus à Oran. Bon, alors que Constantine, qui était la 3e ville et la 3e communauté juive d'Algérie, les vieux grands-parents continuaient en 62 d'être encore habillés en costume traditionnel. Bon, ce qui montre bien justement cette espèce de renfermement et qui montre aussi la difficulté qu'ont eu un certain nombre de jeunes à essayer de sortir de cette communauté. Parce que sortir de la communauté, c'était quelque part la trahir. Hein, donc, on n'en sortait pas. C'était une des communautés, par exemple, dans laquelle il y avait le moins de mariages mixtes. Alors qu'à Alger, qui était une ville très ouverte, les mariages mixtes existaient avant l'indépendance. Dans la société juive de Constantine, c'était extrêmement, extrêmement rare. Hein, ça ne se faisait pas. Bon. Et c'était très mal accepté par tout le groupe familial et plus loin que ça, par tout le groupe social. Oui, effectivement, puisque vous dites les liens sociaux étaient des liens familiaux, tribaux. Oui, essentiellement. Enfin, des choses amusantes. Quand les parents avaient des amis, les enfants, même s'il n'y avait aucun lien familial proche ou lointain avec ses amis, les enfants les appelaient tonton et tata. Hein, c'est vraiment tout de suite, on est dans le groupe familial. Bon, l'autre qui est proche, c'est un membre de la famille. C'est pas un étranger, ça ne peut pas être un étranger. Bon, et puis ces liens sociaux très très forts se manifestaient sous différentes formes. Mon père me racontait que tous les samedis, par exemple, en sortant du temple, tous les amis du temple allaient tour à tour dans toutes les maisons pour prendre la kémia avant de rentrer chez eux. Bon, ce qui faisait pas plaisir d'ailleurs après, par exemple à ma mère, parce que quand mon père arrivait, il ne mangeait plus rien, il avait plus faim. Mais tous les hommes allaient prendre la kémia chez tous les amis du quartier juif. Bon, la même chose aussi quand il y avait un deuil dans la communauté. C'était pas seulement un deuil dans le temple, mais dans la communauté, il y avait une délégation de 3 à 5 personnes, je crois, de chaque synagogue. Et je vous ai dit qu'il y en avait à peu près une vingtaine qui allaient représenter la synagogue. Pour présenter les condoléances, suivre le cortège funèbre de la famille qui avait perdu quelqu'un.
Bon, donc c'était vraiment des liens très 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 intenses, et je crois qu'ils étaient favorisés par cette espèce de société close, en fait, qui était la société constantinoise. Bon, je dis que c'est une société close, mais en même temps c'est une vie très ouverte sur l'autre proche, pas sur l'autre éloigné, mais sur l'autre proche. Les fêtes se passaient presque dans la rue. Parmi les gens que j'ai interviewés, on me disait que quand c'était Kippour, par exemple, ça se voyait dans la rue, il n'y avait plus rien, tout le monde était au temple. Lorsque c'était Pourim, c'est-à-dire la fête un peu du carnaval, dans la rue, on vendait, il y avait des vendeurs qui vendaient des petites dînettes, parce qu'il était de tradition que les enfants aient une petite table à eux, et qu'ils mangent sur cette petite table avec une dînette, des petits gâteaux à la mesure des petits plats. Bon, donc tout cela se faisait dans la rue. Le pain, jusqu'à une époque, pratiquement jusqu'en 62 pour certaines familles, le pain qui était pétri à l'intérieur du foyer était ensuite envoyé chez le boulanger. Donc sans arrêt pendant les fêtes, les plateaux de pain portés par les enfants traversaient les rues, allaient chez le boulanger, revenaient quand ils étaient cuits. La même chose pour les plats du Shabbat. La tfina du Shabbat était cuite dans le four du boulanger. Donc il y avait une vie très intense dans la rue et une très grande proximité des familles entre elles. Bon, ce qui n'excluait pas naturellement les conflits, hein, bien sûr. Mais il y avait une grande proximité. Les femmes souvent cuisinaient ensemble. En particulier lorsqu'il y avait des fêtes familiales, lorsqu'il y avait une naissance, les grands-mères, les tantes, les cousines, les voisines venaient cuisiner ensemble pendant toute la semaine avant la brit mila du petit garçon. Ça se faisait un petit peu moins pour les filles, bien sûr, mais enfin, pour les petits garçons, il y avait une fête absolument extraordinaire et tout le voisinage et la famille participaient à la fête. Dressaient les tables, faisaient la vaisselle ensemble. Enfin, il y avait une très grande solidarité, j'aime pas le mot parce que je trouve qu'il ne marche pas bien là, mais une très grande sociabilité, hein, du groupe des femmes entre elles. Bon, autre chose, les cérémonies du hammam, hein, lorsque les femmes, dans la tradition juive, adaptée à la tradition berbéro-arabe, etc., avant le mariage, il y avait les femmes devaient aller toutes ensemble au hammam et la future mariée devait à ce moment-là porter des vêtements très spéciaux, enfin une espèce de gandoura très ample, etc., qu'on lui mettait ce jour-là. Bon, toutes les femmes traversaient le quartier juif enveloppées dans un voile. Elles n'avaient pas le même genre de voile que les femmes arabes, mais elles étaient également enveloppées dans un voile. Il ne fallait pas qu'on les voie. Mais en même temps, ce défilé de femmes qui allaient au bain, était tout à fait intéressant, hein. Il ne fallait pas qu'on les voie, mais on les voyait quand même. Mais elles se cachaient le visage à ce moment-là. Bon, il y avait une très grande sociabilité des femmes entre elles. Toujours pour les fêtes, et en particulier pour les mariages, il y avait tout le temps des orchestres de musique arabe qui étaient invités, et les femmes dansaient entre elles. Et il n'y avait pas du tout chez les juifs de Constantine ou chez les juifs d'Algérie en général l'orthodoxie que l'on connaît chez, par exemple, les juifs Lubavitch, hein. Mais il y avait une séparation des hommes et des femmes à certains moments. Et certaines cérémonies précédant le mariage, c'était des cérémonies où seulement les femmes étaient là. Hein, la cérémonie du hammam, les hommes n'y participaient pas du tout, à aucun moment. Et toute la journée, les femmes qui étaient allées au bain mangeaient des gâteaux au son de la musique arabe. Les hommes de l'orchestre étaient cachés derrière un voile et les femmes dansaient entre elles. Et les hommes de la famille, le futur marié, le père, le beau-père, rejoignaient les femmes seulement le soir. C'était vraiment une journée de femmes avant le mariage. C'est assez amusant, hein, qui montre assez l'espèce de sociabilité très très intense qu'il y avait entre elles. Le mariage chez nous se passait pendant au moins une semaine. Le dimanche, c'était ce qu'on appelait le henna, la tania. Alors, on organisait la réunion de tous les amis, les parents, tout le monde assistait à cette réunion l'après-midi. On commandait un orchestre. L'orchestre s'asseyait par terre, sur des matelas, des coussins. Et puis, l'orchestre était composé d'un luth, appelé Rod,
d'un violon appelé kemenje, de la derboka et d'un tambourin qu'on appelait tar. Tar, voilà, faut le dire avec l'accent, tar. Et puis la flûte, et puis des petites baguettes sur aussi une sorte de batterie. Et puis devant une table basse, il y avait généralement des fleurs bien sûr, et puis un plateau parce que c'était pour que les femmes, quand elles étaient invitées à se lever pour danser, la réunion de l'après-midi était uniquement destinée aux femmes. Habillées à la juive, des gandoras, des brocards, des velours, de la soie, tout le froufrou, c'était très très joli, très varié comme couleur, c'était très très beau. Et ces femmes, il y en avait une parmi elles qui était préposée à inviter à tour de rôle toutes ces dames qui assistaient à la Hanna, à la Tania. Les invités À danser, oui. L'orchestre était installé, était prêt à jouer tout ce que les dames demandaient. Alors à tour de rôle, chaque femme était invitée, elle se levait, deux foulards aux mains, et puis elle demandait sa chanson préférée, et l'orchestre jouait d'abord lentement cet air qu'elle demandait, et puis le rythme s'accélérait, et ça devenait très très rapide. La femme se défoulait littéralement à danser, à exprimer sa joie, son corps ondulant gracieusement, et tout le monde, des yo-yo qui fusaient, c'était très 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 agréable. Et chacune son tour, ça durait jusqu'au soir. Chacune seule. Seule, oui. Et bien souvent, elle entraînait les autres quand la musique était plus rapide, plus accélérée. Elle entraînait d'autres qui se levaient à leur tour et qui dansaient ensemble, quoi. C'était très agréable. La mariée est installée confortablement dans un fauteuil, naturellement. Elle est habillée de rose, voilée de rose, un voile de soie brodé d'argent. Et elle est là, elle a généralement le henné déjà à la main. Quand on lui a pas fait, on lui fait le lendemain ou le surlendemain. Et le soir de cette Hanna, là, de cette Tania, arrivaient les messieurs. C'était autre chose que les gâteaux et les rafraîchissements, c'était la nisette. Chez nous, fête rime avec anisette. Anisette, les kémias, et puis lorsque les dames se levaient, toutes celles qui étaient apparentées ou qui avaient des liens d'amitié pour elles, se levaient, lui mettaient un billet ou une pièce sur le front à la dame qui dansait, c'était reshka, on appelle ça. Et puis offraient ce billet ou cette pièce à l'orchestre, sur le plateau qui était déjà posé sur la petite table basse. Qu'est-ce que ça représentait, ce geste? Ça représentait, si vous voulez, pour encourager l'orchestre et pour dire, voilà, je t'aime bien, je pense à toi, je t'offre mon cœur, si vous voulez, de tout cœur, je suis avec toi, danse et sois heureuse. Alors les messieurs, c'était autre chose comme musique, c'était ce qu'on appelle le qa'da, pas de danse, sauf à la fin du malouf. Le malouf, c'est la musique classique, calme, si vous voulez, douce, que chantaient les musiciens. Alors ça a commencé par des préludes musicales. Chaque musicien, à son tour, jouait une partie du prélude. Et puis, après, c'était le prélude chanté, ce qu'on appelait l'haïta, ou la sarper. Des fois, les mots ne me viennent pas tout de suite. Et puis, ils enchaînaient sur le melouf. Alors, les melouf, il y en a 5000 morceaux choisis que connaissait notre regretté Raymond. Il en connaissait 5000. C'est dire que vraiment, c'était un patrimoine extraordinaire qu'il avait et qu'on a perdu en le perdant.
Oui. Et les messieurs, naturellement, se régalaient de boire et de chanter en même temps. La plupart étaient initiés, accompagnaient dans leur chant les musiciens. Et eux aussi, quand le mélof était terminé, ils se levaient et dansaient aussi. C'était la fête, alors on tapait des mains d'en haut, on se régalait aussi de you-you et de vœux, enfin c'était... Ils dansaient seuls, entre eux, ou avec les femmes? Ils se levaient souvent plusieurs ensemble. Et les femmes? Les femmes étaient en haut, ça y est, ou alors elles étaient parties. Ou on était en haut, dans les galeries, et on profitait du spectacle, et de la musique, et des danses, etc. Ou bien elles étaient parties, chacune était partie chez elle, mais c'était la partie réservée aux messieurs, le soir. Et ça pouvait durer toute la nuit. Au petit matin, avant que le soleil ne se lève, on sortait la mariée, l'orchestre précédait la mariée. Elle était accompagnée par un groupe de jeunes filles. Je vais vous montrer une photo dont je dispose. Malheureusement, quand on a quitté l'Algérie, pas mal de choses ont été perdues. Voilà, voyez, je suis là, habillée à la juive, dans une gandoura rose, les manches en soie, le foulard avec des franges, et puis le cône, ce qu'on appelait chachia, une ceinture de velours brodé d'or, des bracelets, enfin couvertes, et puis des mules roses assorties. Et là, nous étions au moins une quinzaine entourant la jeune fiancée. Elle n'était pas encore mariée à ce moment-là. L'orchestre sortait, la précédait, et on allait du domicile, c'est-à-dire de chez nous, par exemple, mais j'ai assisté à plusieurs mariages de ce genre. Et j'étais encore très jeune. On allait de chez nous jusqu'au pont suspendu. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce fameux pont suspendu de Constantine, sur les gorges du Rumel. Et on assistait du pont suspendu au lever du jour sur le Chétaba, c'est la montagne bleue au lointain de Constantine, voilée du voile de la brume du matin, et on voyait le soleil se lever sur les rochers des gorges du Rumel. C'était rougeoyant, c'était magnifique, un spectacle splendide, et on entendait les chutes de l'eau dans le fond des gorges du Rumel. Et là, l'orchestre avançait en jouant, et on voyait à 4 heures du matin toutes les fenêtres, au fur et à mesure qu'on avançait, toutes les fenêtres dans toutes les maisons, tout le monde se levait pour you-you, pour chanter, pour applaudir au passage de la mariée, lui lancer des fleurs, des pétales de rose. C'était extrêmement joli, c'était très très agréable à regarder et à vivre. Et puis, il y avait des prières pour le lever du soleil, pour glorifier le Dieu de nous avoir donné le jour de nouveau. Et puis on revenait, toujours accompagné par l'orchestre, jusque dans la maison. On ramenait la fiancée chez elle, accompagnée par l'orchestre, et l'orchestre chez nous. Pour le mariage de mon frère et de ma sœur qui a eu lieu dans la même semaine, l'orchestre chez nous est resté 8 jours durant. Pendant 8 jours, ils ont dormi et mangé et joué, plus joué que dormi et mangé, et bu.
lendemain, la mariée, non, le surlendemain, la mariée allait au bain béni, à le mikvé, qui était tenu par les tantes de maman, les Chouchana, à Constantine. Et là, on purifiait la mariée, la fiancée, pour le mariage qu'il devait avoir le lendemain ou les jours suivants. Et puis, elle rentrait à la maison. Il y avait une dame spécialiste de la pose du henné sur les mains. On l'appelait le hakase. Elle venait avec un genre de rési, imbibé de henné, des résines, je ne sais pas en quoi c'était fait, c'était en mousse ou je ne sais pas quoi. Elle les posait sur les mains de la mariée et ça lui faisait comme un grain de résine rouge, la couleur du henné. Et on lui mettait également une pièce d'or, une pièce d'un louis, si vous voulez, sur le milieu de la main, et on lui gantait les mains pour ne pas que ça s'abîme, pour ne pas que toute cette architecture soit démolie. Et puis elle dormait avec ses mains comme ça, elle mangeait pas. Elle était quand on lui mettait ça, évidemment elle pouvait plus se servir de ses mains, elle pouvait plus ni boire ni manger. Elle dormait là, tout le monde lui donnait à boire, à manger. Oui, on la servait. C'était, vous pensez, le chouchou de la maison. Hein, tout le monde l'entourait de ses soins. Et puis après, on étendait son voile sur sa tête. Les hommes faisaient des prières, des bénédictions pour que son mariage soit heureux. Et on jetait de l'argent sur le voile. Tout le monde, les femmes, les hommes, jetaient de l'argent dans le voile. Cet argent était récupéré pour les œuvres sociales de la communauté. Et ça se passait aussi comme ça dans toutes les familles. La fête durait généralement au moins 8 jours. Au moins 8 jours. Il y a aussi une cérémonie religieuse. Ah oui, alors les bénédictions à la synagogue, sur des tons séfarades, sur des tons andalous. On adaptait souvent des chants andalous aux prières juives, à l'office même. Même l'office pratiquement tout entier était adapté à ce genre de musique. Les rabbins avaient des voix magnifiques, on les appelait les hazan. On avait tous là, on était pris par ces prières sur ces tons andalous.
cette époque-là, il reste très peu de documents musicaux, quelques disques qui n'ont jamais été réédités. Mais il y a encore des orchestres, et en particulier celui de Sylvain Guénassia, qui se produit régulièrement dans un petit restaurant du Marais. Alors bien sûr, il y a un décalage. Ce n'est plus Constantine, c'est Paris. On joue l'après-midi et plus la nuit, à cause des voisins. Et ce restaurant, grand rendez-vous des Juifs d'Algérie, a gardé son nom d'avant, le Maroc. Il n'empêche, quand Sylvain se met au violon, il cherche les regards du public, on lui répond, on hoche la tête, on lance des bribes de phrases, et la cérémonie a lieu. Dans le temps, les Turcs avaient occupé tout l'Orient, l'Asie, l'Orient, et ils sont arrivés en Espagne, et de l'Espagne, ils sont arrivés jusqu'à Poitiers. Quand ils ont été refoulés, quelle a été la raison pour laquelle ils ont été refoulés? Ils ont été refoulés parce que les Espagnols ont compris que les Turcs étaient très épris de musique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés en Italie, et ils ont rapporté presque un bateau plein de violons. Les Espagnols ont rapporté ces violons, et ils ont vu que le violon était en bois et tout bien fait et tout, et ils remplaçaient le herbeb, ce qu'on appelle le herbeb. Et ils ont distribué tout ça à la population. Ils étaient tellement épris de musique et tout, les autres, ils ont fait une révolution, et ils ont pu les posséder grâce à ça. Et ils les ont refoulés. Et lorsqu'ils ont été refoulés, ils ont été refoulés au Maroc espagnol, à Tanger, Maroc espagnol, le Maroc. Et en Oranie, en Algérie, dont Constantine faisant partie, et la Tunisie. Dans le temps, les compositeurs ne faisaient de la musique que pour les rois et les empereurs et les deys, les beys et tout cela. Et ils ont obligé ces gens-là, les compositeurs, à faire de la musique de bouche à oreille pour pouvoir instruire les gens, parce qu'il n'y avait pas d'endroit pour faire des études telles que chez nous, maintenant des écoles et tout ça, il n'y en avait pas. Mais grâce à cette musique qu'ils introduisaient dans l'oreille, par la bouche, ils mettaient certaines philosophies de conduite dans les paroles. Et ils ont gardé cette musique telle qu'elle était en Espagne et l'ont rapportée. Cette musique a été composée à Grenade. On appelle ça chez nous Gharnata. Gharnata, c'est la musique. Et vous, vous vous appelez Gharnasias. Moi, je suis descendant de là-bas. Et cette musique, on l'appelle Gharnata. Gharnata veut dire Grenada. Et quand ils l'ont rapportée à Constantine, elle était tellement une musique presque folle, quoi. Ça rentrait dans le son de la personne. On disait que c'était une musique qui se rapportait à une religion. C'est presque une religion. Et c'est la raison pour laquelle, qu'à Constantine, ils n'ont pas fait de composition. Ils n'ont fait que cette musique. Et les gens ont gardé jusqu'à aujourd'hui, de père en fils, de père en fils, de père en fils et la fille. Ils ont gardé cette musique d'une façon religieuse. Et c'est la raison pour laquelle, à Constantine, lorsque nous étions à Constantine, il est arrivé un moment où on faisait des guérisons d'enfants, de jeunes filles, de jeunes dames malades dont la médecine abandonnait toute relation avec l'être humain en disant il est à l'état comateux, c'est fini, vous pouvez le prendre et ça va, c'est la fin. Et grâce à cette musique, on remettait sur pied les malades. Et je pourrais vous dire aussi qu'on est arrivé à voir des choses qui sont impossibles à voir, des tortues qui sortaient de l'eau avec de l'encens dans la bouche et qu'on donnait aux gens, tellement ça devenait presque de la magie aussi après. On faisait danser les femmes. Les femmes se jetaient dans l'eau, elles se ressortaient de l'eau, elles étaient sèches. Une tortue qui sortait de l'eau
Elle sortait avec un morceau dans la bouche, et puis elle servait les gens, les femmes. Les femmes enlevaient ça et c'était de l'encens. Et qu'on donnait ça, j'ai assisté moi-même, j'ai assisté à tout ça. À Constantine. Des femmes qui étaient dans un état comateux et des garçons qui étaient dans un état aussi comateux. Ben, vous les voyez 2 jours ou 3 jours après, avec leurs copains aller au marché, acheter leurs choses, et ils passaient devant vous pour vous narguer, pour vous dire « Oh, j'ai plus rien », voilà. Un patrimoine très très riche de chants classiques orientaux. Il a été écrit à la main? À la main, oui, oui. Il a été écrit à la main. Il est encore en très très bon état. Qu'est-ce que c'est le répertoire de chansons qui sont dedans? C'est vraiment le répertoire classique? Tout à fait. C'est ce qu'on appelle les malouf en arabe. Et il y a aussi des danses, il y a ce qu'on appelle les sabouhi, c'est-à-dire les chants du matin. Oui. Et puis il y a des tons dans tous ces les méloufs, des tons différents, on appelle ziden, seika. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces mots? Ce sont comme on dirait en occidental, ré bémol, fa dièse, etc. Alors c'est tout à fait différent comme ton. Et ça change dans le discours, si vous voulez, dans le cours de la musique, le cours du chant, il change de ton. Et ce mélouf-là se fait dans ces tons différents, Zidane, comme je vous disais, Saïka, Maya, Razd, Gharib, ce sont des chants adaptés à toutes les légendes, ces légendes arabes et que chantent les grands musiciens. Vous dites qu'il y a des chants du matin, il y a des chants pour toute la journée? Ah, il y a des chants du matin. Le matin, c'est spécial. On chante le lever du jour, on chante la gloire de Dieu de nous avoir donné de nouveau le soleil, la lumière. C'est la fête de la lumière le matin. Alors on sort le matin avec accompagné par l'orchestre. L'orchestre joue ce qu'on appelle sabouhi. C'est un ton tout à fait spécial pour le matin, très très doux. أحب من الأحباب من كانني وحدي وهو من الخلان من لم يخون وادي فإذا كانني بمن نحب مشتركا فإذا كان لي بمن نحب مشتركا تركت الهوى وعشت منفرد يا نفسي موتي كريمة موتي كريمة C'est un répertoire qui a été fait à Grenade, ce qu'on appelle le melouf. Le melouf veut dire de l'arabe littéraire. Quand cette musique est arrivée en Algérie, en Oranie et partout, il y a eu des compositeurs qui ont composé en arabe parlé. C'est ce qu'on appelle le haouzi, ça a été fait à Tlemcen. C'est ce qu'on appelle l'arabe parlé. Haouzi veut dire arabe parlé. Et ils ont composé des chansons qu'aujourd'hui, c'est presque quelqu'un qui a un bracelet en or ou n'importe quoi. Telle famille, c'est telle chanson. Telle famille, c'est telle chanson. Telle famille, c'est telle chanson. Alors, on disait, oui, cette chanson, c'est la chanson de telle personne. Et celle-là, c'est telle personne. C'était quoi la chanson de votre mère? C'était laquelle? De ma mère, c'est Dagouni.
de Gouni. Ah, vous le savez vous aussi, ça. Tout le monde le sait. Hein. Du moins dans ma famille, hein. Dans ma famille. Pourquoi c'était cette chanson-là? Qu'est-ce qu'elle disait? Eh bien, parce qu'elle lui rappelait beaucoup de choses qu'elle a passées dans sa vie. Alors, elle aimait revoir ses chansons. Et celle de mon père, c'est celle que vous avez enregistrée dernièrement, qu'on appelle le Ward, comme on dit en français, la rose. C'est des paroles particulières ou c'est la musique? Qu'est-ce que c'est? C'est la musique et les paroles. Les paroles et la musique. Les paroles et la musique aussi, les deux. Les deux. Mais quand vous dites que ça rappelle des choses, par exemple, vous, votre chanson, c'est laquelle? Moi, j'aime cette chanson parce que elle me rappelle ma mère. Donc vous avez la même chanson que votre mère? Oui, j'aime cette chanson. J'aime cette chanson. Parce que quand on la joue, je pense toujours à ma mère. Alors. Et moi aussi, j'ai ma chanson. C'est laquelle? Ah oui, c'est autre chose. Henni, Henni, ça veut dire tranquillise-moi, tranquillise-moi. قالوا كان حبي خصيمي لشكون نشكي بدم قالوا كان حبي خصيمي لشكون نشكي بدم لا حد يعلم بحالي ولا طبيب يدري وجايا Ces paroles sont que des conseils. Comment qu'il faudrait se comporter avec l'être humain et qu'il ne faut pas donner confiance à telle chose, telle chose. Et puis, c'est basé beaucoup plus sur la nature. C'est-à-dire, quand ils parlent d'amour, ils ne disent pas véritablement l'amour. Parce qu'il y a un certain respect familial. Au lieu de parler de la femme, ils parlent de la fleur, d'une branche, de ci, de là. Voilà. De la mer, des montagnes, voilà. Et on comprend très très vite de quoi ça provient. ترحموا ولا تحنوا ولا تعرفوا واش بيني Voici une chanson en arabe. لا تامن بنادم إذا جاي يضحك لك استحذر منه بالك من الغدران. Ne crois pas l'être humain quand il vient en face de toi avec une physionomie souriante mais fausse. Fais bien attention qu'il y a derrière ça une idée pour te trahir. Et fais bien attention à ça. Et il y a aussi presque des choses religieuses. Là où l'individu parle, Yom al-Malaqa ou Tsanadi, ça c'est dans l'arabe littéraire. Yom al-Malaqa ou Tsanadi yafuzu fihi minhu sa'id. L'ahkmun ilah l'ibadi ou fa'ala Allah ma yurid. C'est-à-dire, dans ta vie, il ne faut faire que du bien. Pourquoi? Parce que lorsque tu seras vis-à-vis de Dieu, dans l'autre monde, tu seras obligé de rendre des comptes. Et tu ne rendras des comptes qu'avec les choses que tu as faites de tes propres mains. Car tout est inscrit. Et tu vas devant Dieu et tu diras que ce que tu as fait. Mais tu ne cacheras jamais les choses mauvaises que tu as faites. Voilà ce que ça veut dire. Ah, les thèmes sont très 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 nombreux. Les thèmes, c'est l'amour courtois, c'est l'amour passion, c'est l'amour maternel. Je vous parlais tout à l'heure de Salah Bey. Sa mère, la mère de Salah Bey, quand il a été assassiné, il paraît égorgé devant la porte de notre maison, a créé paroles et musique, un chant qu'on a intitulé Kmis Rishhada, suivi de Galou l'Arab Galou. Ça, c'est une musique où elle chante les circonstances dans lesquelles a été assassiné son fils. Et elle pleure l'assassinat de son fils. C'est extrêmement, c'est triste d'abord, c'est très mélodieux, et cette histoire est racontée de bout en bout, avec les accents, les déchirements maternels de la mère,
Et elle dit même, si j'avais su que, en arabe naturellement, si j'avais su qu'une telle chose m'arriverait, j'aurais vécu dans le désert et j'aurais construit une cabane sur la tête de mes enfants pour ne pas que ce malheur m'arrive. J'aurais habité le cimetière pour ne pas que ce malheur m'arrive. Enfin, c'est des paroles extrêmement dramatiques, si vous voulez. Dans quelles circonstances est-ce qu'on chante ça? Eh bien, dans les soirées orientales, oui. À un moment donné... On introduit la tristesse comme ça? On n'introduit pas, c'est à la fin de la soirée orientale, généralement, que, si vous voulez, je vais tout vous dire, c'est une de mes chansons préférées. Alors, lorsqu'on est dans cette assistance-là, en baignée de musique et de charme, on demande chacun la chanson qu'on préfère et l'orchestre, naturellement, l'orchestre joue et chante le morceau qu'on a demandé. Et là, je demande qu'on me joue cette chanson, on me la joue, et c'est généralement à la fin de la soirée orientale, quand vers 4 heures du matin. Voilà, on ne sort plus, on va plus au mzrah, comme je vous ai expliqué tout à l'heure pour le mariage. Mais là, c'est une chanson que l'orchestre joue généralement à la fin de la soirée orientale. Alors, c'est très triste, mais ça finit toujours par une danse d'abord très calme, très douce, et puis après de plus en plus accélérée, de plus en plus rapide, et on danse sur ces rythmes-là, très enjoués, très chaleureux. Et ça vous fatigue pas parce que c'est la nuit, c'est toute la nuit? Je vais vous faire un aveu. Quand je suis comme ça et que je joue pas, je ressens en moi, premièrement l'âge, c'est que j'ai 76 ans, et je ressens une fatigue. Et quand je prends mon violon et que je joue toute une nuit, des fois 2 nuits consécutives, des fois 3 nuits consécutives, s'il y a une voiture à soulever, je la soulève. Vous allez me dire encore, c'est un effet extraordinaire. Oui, c'est un effet psychique encore. Extraordinaire. Ça doit toucher quelque chose dans le cerveau qui doit tout remuer et donner l'énergie et la vie dont a besoin un être humain, grâce à cette musique. Et au public aussi. Et au public, et que je vois chacun dans la joie, et dire c'est moi qui lui donne cette joie, et à celui-là, à celui-là, à celui-là. Et ça remonte le moral de quelqu'un. Et c'est comme ça que je ressens ma force venir en moi. C'est ce qu'on appelle l'énergie, et dont a besoin tout être humain. Et les femmes qui rentrent en transe? Alors les femmes qui rentrent en transe, ça c'est une autre question. Quand la musique a été composée, elle a été composée par de grands compositeurs qui ont fait ce qu'on appelle le prélude musical, le verset, les couplets et les refrains. Et à la fin de chaque morceau qui dure des fois 2 heures de temps, il y a ce qu'on appelle mokhlas. Mokhlas veut dire la fin du morceau, il est au point de vue rythme, il est très accentué. On a eu de grands musiciens à Constantine, tels que le frère de mon grand-père, à moi, qui était un violoniste, et il a institué la danse rythmique des femmes. Il faisait tous les après-midi, il faisait cette danse, les femmes venaient danser. Et au lieu de danser gentiment, il accentuait le rythme, c'est ce qu'on appelle le rythme nègre, osfan. En arabe, on dit osfan, veut dire nègre. Et cette musique, elle a fait son effet.
il a remarqué que ça faisait un effet extraordinaire chez les gens et ça guérissait des malades. Et c'est ce qu'on a pris comme effet de tout ça. On a pris sur nous et on a continué. Et jusqu'à maintenant, il y a des femmes qui tombent en transe et tout. Et le surlendemain, vous les voyez, elles sont très 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 bien. Oh, j'ai enlevé quelque chose de mon cœur, j'ai tout enlevé. C'est vrai. Comment est-ce que vous êtes devenu musicien? Eh ben moi j'étais chef comptable. J'étais diplômé des hautes études pigées. Et puis quand j'ai rencontré le père de Suzy, qui est Raymond, j'ai entendu cette musique, elle m'a tellement surpris. J'étais dans un état vraiment, j'étais plus presque moi-même. J'ai rien à faire après cette musique, il y a plus rien. Comme j'étais jeune, mon père jouait de la flûte. J'avais ça dans l'oreille. Quand j'ai entendu le pauvre Raymond, ça m'a surpris. J'ai tout abandonné. Même j'ai eu des problèmes avec ma femme. Elle m'a dit, comment tu quittes la musique, tu quittes la comptabilité? J'étais voyageur de commerce et tout. Et tu vas faire ça? J'ai dit oui, je ferai ça à n'importe quel prix et je le ferai quand même. Et j'ai accepté à faire et j'ai évolué là-dedans. C'est Raymond qui vous a appris? Oui, c'est Raymond qui m'a appris. Vous connaissez l'histoire de Raymond? Oui. Ben oui, c'est Raymond. Eh ben, Raymond était le grand maître de la musique orientale à Constantine, et c'était l'idole des musulmans, vraiment l'idole, puisqu'il a été des musulmans et des Israélites, et des Hébreux de là-bas. Et il était adoré tellement qu'on l'a choisi pour pouvoir faire de la peine aux Juifs quand ils n'ont pas participé. C'est la raison. Et il le regrette aujourd'hui, puisqu'ils vont sur sa tombe et ils allument sa tombe comme si c'était un saint. L'erreur. Mais ce n'est pas le gouvernement qui a fait ça. C'est pas ceux qui ont demandé l'indépendance de l'Algérie. Ce n'est pas eux. C'est des gens de la rue, des fous. C'est tout. Pour dire, voilà, on a fait un acte. Mais Raymond était adoré par tous les Arabes. Et jusqu'à maintenant, j'ai des contacts avec eux qui viennent me voir et tout. Je leur donne des soirées pour eux, des amis. Ben, ils adorent Raymond, ils se mettent à chialer pour lui. C'était un très très grand maître. بقيت بي البلد وحبابي غياب بقيت بي البلد وحبابي غياب إن كان الرحيلين Je voudrais retrouver mes amis, mes parents. Depuis mon plus jeune âge, je cherche. Mes parents se sont éloignés de moi. Ils m'ont tous rejeté. Ah, mon œil, mon âme, mon esprit. Je pleure. Des larmes coulent le long de mes joues. Le plaisir, la fête ne sont plus pour moi. Ô femme au grain de beauté. Guéris-moi. Donne-moi des médicaments pour que je guérisse. Ô femme au grain de beauté. C'était un musicien qui venait chanter avec son orchestre dans toutes les cérémonies festives des Juifs, mais également allait dans les familles arabes lorsqu'il y avait des mariages, lorsqu'il y avait des naissances. Et tuer Raymond, c'était quelque part tuer
quelqu'un qui était une passerelle entre les Juifs et les Arabes. Il a été dramatiquement assassiné, c'était le 22 juin 1961. Mon père est originaire donc de la région de Constantine. Il est né en 1912 et des raisons de famille un peu très complexes dont nous ne rentrerons pas dans les détails ici. Il a été adopté. Il a été adopté par une famille juive constantinoise qui était une famille très pieuse, juive et très pauvre à la fois, alors qu'il était censé être originaire d'un milieu relativement bourgeois de la région de Batna. Tout le monde l'adorait, c'était le maître, on l'appelait le cheikh. Le cheikh, ça veut dire le grand maître de la musique orientale. Lors des réunions, des soirées orientales, au petit matin, quand c'était pas un mariage, quand c'était par exemple une bar mitzvah, au petit matin, comme je vous disais, Raymond, qui était particulièrement religieux, il arrêtait tout. Il arrêtait la musique profane, et puis il mettait sa kippa. Tout le monde se coiffait de la même façon. Les deux musiciens musulmans qui étaient là, ils participaient, la même chose. Bon, ils ne connaissaient pas les prières juives, hébraïques bien sûr, mais ils étaient là pour accompagner l'orchestre. Et ils s'arrêtaient là, et ils faisaient le shahrit du matin. Et toute l'assistance se couvrait la tête, les hommes et les femmes. Bon, les femmes, on mettait des voiles ou n'importe sur la tête. Et toute l'assistance faisait shahrit le matin. C'est-à-dire la prière du matin. La prière du matin, on appelle shahrit. Et Raymond, avec son oud, il accompagnait les chants hébraïques de son oud. C'était extrêmement, c'était très très prenant, très émouvant. Plus que la musique en général, je crois que c'est la personnalité du musicien qui était Raymond qui jouait. Ça a été un très grand choc dans la communauté juive parce que Raymond était un personnage un peu charismatique. C'était un très bel homme et qui avait une histoire un peu particulière. Alors tout ça tisse une légende autour du personnage qui était en plus très beau, qui, comme on disait à Constantine, ne ressemblait pas à un juif. Ce qui était la meilleure récompense qui soit, naturellement. Bon, il était très grand, très beau, plutôt clair de cheveux, et il était extrêmement séducteur. Toutes les femmes étaient amoureuses, toutes les femmes d'un certain âge étaient amoureuses de Raymond. Voilà Raymond. Sylvain, c'est Sylvain Guenassia, le père d'Enrico. Alors les voilà ici assis, lui avec Raymond avec le oud, Sylvain avec le violon. Et voyez comment il est posé sur ses genoux là. Il n'est pas posé sous le menton comme on joue à l'occidental. Là c'est Nathan Ben Tarri, la darbouka, et là c'est Hayim Ben Balah Gedj, qui joue du tambourin avec les anneaux métalliques, vous savez. Ça, c'est la petite batterie avec les baguettes. Et là, le flûtiste, qui n'a peut-être pas voulu se faire photographier. Il tourne la tête. Voilà l'orchestre de Raymond.
se réunissait où, cet orchestre, et puis des invités? Le cercle était assez restreint. Dans un café, rue Riche, je pense, à Constantine. Ouais, il y avait quelques marches à descendre pour aller dans ce café. On allait cueillir mon père là. Il était là. Il était jamais ailleurs que là, au milieu des siens, c'est-à-dire des musiciens. Et on allait le chercher là. C'était le centre, si vous voulez, du quartier juif constantinois. Oui, c'était le centre, le plein centre. Il y avait la rue de France qui était un petit peu plus bas. Et je vais vous dire aussi autre chose. Pour ce qui concerne cette musique orientale, Raymond, quand il a fait faire ses enregistrements, ses disques, là, avec Sylvain et tout son orchestre, avait ouvert un magasin rue Négrier, c'est-à-dire tout à fait à côté de la rue Riche, je pense, et de la rue de France. Et cette rue Négrier conduisait au marché. Qui c'est qui ne s'arrêtait pas chez Raymond quand d'abord à l'ouverture il mettait ses disques et tout le monde s'arrêtait pour entrer dans son magasin, d'abord écouter et se charmer par cette musique, et puis personne ne sortait, les mains vides. Tout le monde s'en allait avec 1 ou 2 disques de Raymond à ce moment-là. C'est ainsi que j'en ai une collection là, que j'ai heureusement, Dieu merci, récupérée lorsque nous avons quitté l'Algérie et que on a tout laissé, on a tout abandonné. J'ai laissé beaucoup de disques orientaux, malheureusement, mais ceux de Raymond, je les ai récupérés. Je les ai mis dans mes valises et on les a ramenés. Raymond le Cher, le musicien aimé de tous. Sa position d'enfant adopté en faisait peut-être encore plus l'enfant de la communauté. À Constantine, ceci dit, les adoptions étaient chose courante. On n'adoptait pas des enfants étrangers, mais on adoptait les enfants d'une sœur. Bon, c'est ça qui est extraordinaire, c'est-à-dire que quelque part se rejouait le scénario de Sarah, Abraham et Agar, hein, où Rachel avec sa servante et Léa avec sa servante. Bon, c'est-à-dire que une des sœurs était stérile, au bout de 4, on estimait que c'était la sœur, c'était peut-être le mari, mais enfin bon, on pensait que c'était les femmes qui étaient stériles. Donc au bout de 4, 5 ans de mariage, il n'y avait pas d'enfants, eh bien, les sœurs qui, elles, avaient déjà eu des enfants, acceptaient que le prochain enfant serait celui de leur sœur. Et avec des cérémonies très proches de ce que l'on voit de ce que l'on lit dans la Bible. C'est-à-dire que la sœur qui allait recueillir l'enfant était présente au moment de l'accouchement, et c'est elle qui prenait directement le bébé dans les bras. Et alors, ça se passait plutôt bien, par exemple, parce que les sœurs habitaient dans le même immeuble. Et donc cet enfant que l'on avait donné à la sœur stérile, on continuait à le voir pendant toute son enfance et toute son adolescence. L'enfant continuait en fait d'être élevé par le groupe familial élargi, mais il appartenait, il était le fils de la sœur qui n'avait pas eu d'enfant, le fils ou la fille. Hein. Alors à ce niveau-là, on adoptait l'enfant qui naissait, que ce soit un fils ou une fille, ça n'avait pas d'importance. Il était l'enfant de la femme qui n'avait pas eu d'enfant, mais on continue à savoir qu'en fait, il était l'enfant de sa sœur. Oui, et on continue à y faire référence comme il a été élevé par une telle, mais il est en fait... Voilà, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que légalement, officiellement, sur tous les papiers d'état civil, il était le fils des 2 parents qui l'avaient adopté, mais tout le monde lui disait « Ah, mais celui-là, tu sais, il a été adopté par... c'est le fils de... » La filiation était toujours connue, mais elle était... Enfin, c'était quelque chose de l'ordre du normal. Bon, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est que quand les femmes que j'interviewais me racontaient ce genre de choses, je leur disais, mais ça me fait penser
aux femmes qui louent leur ventre actuellement, hein, dans le cas de la procréation. Et elle me disait, oui, c'est quelque chose comme ça. Seulement nous, quand nous le faisions, on le faisait pour notre sœur, on le faisait gratuitement, on le faisait par amour, on le faisait pas par argent. Mais elles étaient enceintes et elles savaient que ce bébé qui allait naître ne serait pas le leur, mais qu'elles continueraient à le voir. Il n'y avait pas en fait de séparation, hein, entre l'enfant qui était donné et sa mère naturelle. Alors cette communauté est tellement soudée en France maintenant. Alors, bien entendu, les conditions de vie sont radicalement différentes. On ne vit plus dans le même quartier, ce n'est plus la famille élargie qui vit ensemble. Bon, il y a des temps très forts de convivialité, mais qui sont des temps scandés. Hein, c'est le moment des fêtes, par exemple, où la famille se réunit. Alors, ce n'est plus vraiment la famille d'avant, c'est-à-dire, ça n'est plus les cousins, les oncles, les tantes, les arrière-cousins. Non, ce sont les frères, les sœurs, leurs enfants. Bon, éventuellement avec les beaux-parents. Enfin, ça fait quand même des tablées de 20 à 30 personnes. Bon, c'est de temps en temps le Shabbat. Bon, et c'est surtout au moment des grandes cérémonies, comme la naissance d'un petit garçon ou comme les bar mitzvahs. Bon, alors là, on se souvient que la famille est immense et on invite des gens que l'on n'a pas vus depuis 3 ans, 10 ans, 15 ans. Mais pour la bar mitzvah du garçon, toute l'ancienne famille élargie est appelée. Et il y a des bar mitzvahs qui se font facilement avec 400, 500 personnes. Et ces 400, 500 personnes, parmi elles, il y en a très très peu qui ne sont pas des membres de la famille. Mais on invite les gens à travers toute la France. La famille est dispersée non seulement sur Paris, quand on habite Paris, mais à travers toute la France. Et tout le monde vient. Mais ça veut quand même dire ça que le réseau existe encore. C'est-à-dire qu'on a les adresses, on sait où retrouver les gens. Oui, tout à fait, tout à fait. Et il y a certaines personnes qui sont qui ont une espèce de statut privilégié, c'est-à-dire elles sont celles qui ont l'agenda où il y a les adresses de tous les membres de la famille. Et quand il y a une bar mitzvah, alors on téléphone à l'oncle dont on sait qu'il sait que un tel habite là, et avec lui on reconstitue tout l'ancien réseau. On sait en fait qui voit qui. C'est ça aussi qui se joue. Hein. Donc par rapport à cela, les anciens réseaux très très élargis sont reconstitués le temps d'un mariage, le temps d'une brit mila, le temps d'une bar mitzvah. On refait seulement à ces occasions-là des plats tout à fait particuliers qu'on ne fait que pour ces occasions-là. Et que donc la famille a l'occasion de regoûter et donc de se souvenir du passé à travers un certain nombre de goûts, à travers un certain nombre de saveurs. Bon. Se souvenir pour certaines générations. Se souvenir pour certaines générations, apprendre pour les autres. Les jeunes enfants qui ont une dizaine d'années sont rentrés dans le bain. Enfin, ils savent que pour telle fête, on va manger telle chose. Et les fêtes ont le goût de certains plats. Hein. Donc, c'est une manière aussi de transmettre non seulement des aspects religieux, des aspects traditionnels, mais aussi une histoire qui est terminée à jamais. Enfin, l'histoire liée à l'Algérie. C'est une manière de se remémorer. On mange ça, mais tu sais pourquoi on mange ça? Parce que là-bas, on a acheté tel... c'est très amusant. Les Juifs de Constantine, par exemple, sont donc, s'estiment un peu supérieurs aux autres sur le plan religieux, s'estiment supérieurs aux autres sur le plan de la cuisine. Et quand des Juifs de Constantine me parlent des couscous qu'elles faisaient là-bas, elles n'arrivent plus jamais à faire le même couscous ici parce qu'elles ne trouvent pas les petites courgettes du Hama. Le Hama, c'était un village qui était à une dizaine de kilomètres de Constantine, dans lequel étaient produites des courgettes, semble-t-il, tout à fait particulières, tout à fait spéciales. Bon, donc il y a aussi, si vous voulez, on essaie de retrouver exactement les saveurs d'autrefois. Hein, et cela permet non seulement de se rappeler ce qui se passait avant avec les gens de la même génération, mais d'apprendre aux plus jeunes pourquoi ça se passait comme ça, comment ça se passait comme ça, et à quel point on était heureux là-bas. Rares sont ceux qui retournent à Constantine depuis 30 ans. Ceux qui ont franchi le pas rapportent des cassettes vidéo amateurs qui circulent énormément. On se les prête, on les recopie, on les commente, on vérifie sur la pellicule l'état des lieux. Il y a quelques années, un groupe a organisé un de ces voyages en prenant pour prétexte un pèlerinage sur le tombeau d'un saint, Sidi Fred Jalimi. Joël Baloul était du voyage. Alors,
le jour même de notre arrivée, je pense, ou le lendemain, le groupe s'est dirigé vers le cimetière après que chacun ait fait des visites de la ville plus ou moins séparément. Et je me souviens de ce groupe de 70 personnes, des hommes et des femmes, adultes, arrivant devant la porte du cimetière, très très joli lieu, très paisible, avec des cyprès, surplombant la ville. Et les gens étaient... Il y avait une espèce d'étreinte. Ils sont devenus muets tout d'un coup. Je veux dire, les voix se sont éteintes. Jusque-là, on dansait, on chantait dans le bus, et puis d'un seul coup, tout s'est arrêté. Et il y avait comme une étreinte, si vous voulez. Et on a monté l'allée centrale, très très jolie allée bordée d'arbres, de cyprès, je pense, du cimetière, en entonnant la prière de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on entendait ces murmures lamentatifs de ces gens. Il y avait une peur, enfin, il y avait comme je sais pas, quelque chose qui serrait leur gorge. Et donc, on entendait ces voix de 70 personnes murmurant en pleurant. Vous savez. Et donc, il y a eu une prière autour de la tombe du rabbin, mais ce qui était plus important, c'est que quelques instants après, tout le groupe s'est dispersé dans le cimetière et chaque personne, couple, famille, cherchait la tombe d'un parent. Et lorsque quelqu'un avait trouvé la tombe d'un parent, on entendait un cri, comme un appel. Et le rabbin qui était là, avec un assistant rabbin, ou un chazan, je pense, un chantre, accourait auprès de cette personne pour faire la prière du Kaddish. Et donc allumer une veilleuse près de la tombe, ou dans un petit réceptacle qui se trouve en dessous de la tombe, où on allume une veilleuse. Et on faisait une prière. Il y avait aussitôt un minyan qui se constituait, 10 hommes qui venaient pour soutenir cette personne. Et pendant toute l'après-midi, ça a duré. Tout le monde avait trouvé des tombes de parents, parfois des grands-parents, parfois des parents très très proches, parfois des frères ou des sœurs qui avaient été tués pendant la guerre d'Algérie, qui avaient sauté sur une bombe ou quelque chose comme ça. Et le cimetière était recouvert de lamentations, de cris. On entendait papa, maman. C'était comme une espèce d'appel qui recouvrait cette colline. Et ce cimetière était devenu une maison communautaire, si bien qu'à un moment donné, tout le monde s'est réuni. Il y a un groupe qui s'est réuni autour de la tombe de Raymond Léris, ce fameux musicien qui a été tué pendant, je pense en 61. Mais enfin, début des années 60, juste avant l'émigration massive donc des Juifs de Constantine. Tout le monde s'est réuni autour de sa tombe et on a commencé à parler des circonstances dans lesquelles il a été tué, des circonstances dans lesquelles tout juste après et presque massivement les Juifs de Constantine ont quitté la ville. Donc au bout d'un moment, presque tout le monde était là et commençait à évoquer toutes sortes de choses très très joyeuses, quand Raymond a joué lors d'une bar mitzvah, du mariage de la fille machin, de la bar mitzvah du fils Ben Soussan, Dieu sait quoi. Et ça devenait... Alors on pleurait plus du tout, après toute cette après-midi... qui avait été couverte par des appels, des cris, des lamentations, on s'était mis à rire. Et le rire succédait aux pleurs. La matinée des autres, les Juifs de Constantine, avec Max et Olga Cohen, Gilberte Fitoussi, Joël Alouche Benayoun, Sylvain Ganassia,
Jacques Léris et Joël Baloul. Une émission proposée par Ruth Stegassi, réalisation Josette Collin, mixage Christian Fontaine et Claire Levasseur. وبين السماء